Je me prépare. Mon copain dit, à la fête, fais comme si on n'était pas ensemble. Surprise, je réponds calmement, d'accord. Après l'avoir déposé, je suis rentré, fait mes valises et suis parti. 6 heures plus tard, son ami m'a envoyé un message demandant. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 29 ans. Et jusqu'à un vendredi soir, je croyais comprendre les règles tacites de ma propre relation. Pas celles qu'on proclame haut et fort, celles dont les gens se disputent. Pas les accusations d'infidélité ni les hurlements. Les règles silencieuses. Qui marche un pas en avant sur le trottoir? Qui cherche la main de l'autre sans y penser? Qui dit noob au lieu de moi? J'étais avec Mathieu depuis 3 ans. 3 ans de loyer partagé, de routine commune, d'hypothèses partagées. Je travaille comme consultante en sécurité des réseaux. Entreprise de taille moyenne, pare-feu soporifique, longues heures. Mathieu avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais marié à mon ordinateur portable. Il travaillait dans le développement de produits. Charismatique de cette manière naturelle qui faisait que les gens se penchaient en avant quand il parlait. Nous avons emménagé ensemble il y a 18 mois. Les choses n'étaient pas parfaites, mais je pensais que nous étions solides. Ce vendredi a commencé comme tous les autres. Mathieu parlait de cette fête depuis des semaines. Un ami d'université organisait quelque chose d'important dans un loft rénové au centre-ville. Il était inhabituellement excité, vérifiant la liste des invités, demandant ce que les gens pourraient porter, mentionnant des noms que je ne reconnaissais pas. Je n'y ai pas prêté attention. Vers 19h30, j'étais dans la chambre à enfiler un chemisier propre et un jean, moi, confortable et présentable. Mathieu était dans la salle de bain, la porte entr'ouverte, se tenant plus près du miroir que d'habitude. J'ai entendu le cliquetis du bouchon de son après-rasage se refermer, puis sa voix, décontractée, légère, comme s'il me demandait de lui passer le sel. Tiens, Hélé. Oui, à la fête ce soir. Une pause. Tu peux faire comme si tu n'étais pas avec moi. J'ai figé à mi-bouton, à mi-respiration. Quoi, ai-je demandé? Il est sorti, tenant toujours son téléphone, vérifiant son reflet sous un angle différent. Je veux juste dire, ne sois pas trop en couple, a-t-il dit. Mélangez-vous séparément. Ce sera plus amusant. Je l'ai regardé correctement alors. Il portait une veste ajustée que je ne lui avais jamais vue auparavant. Coiffée différemment, intentionnelle. Tu veux que je fasse semblant que nous ne sommes pas ensemble, ai-je demandé. Il a soupiré, déjà agacé. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Il a évité mon regard. Certaines personnes ne savent rien de nous. Je ne veux pas que ce soit gênant. Nous vivons ensemble, ai-je dit doucement. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je sais. Il a finalement croisé mon regard juste une seconde. Fais-moi juste confiance, d'accord? C'est plus simple comme ça. Plus simple pour qui? La question est restée coincée dans ma gorge. Chaque instinct me disait de pousser, de demander pourquoi maintenant, d'exiger des éclaircissements. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est rendu très immobile. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Vraiment? Oui, pas de problème. 20 minutes plus tard, je me suis garé devant le loft. La musique tambourinait à travers les murs. Mathieu a vérifié son téléphone, ajusté sa veste, puis a ouvert la porte. Merci pour le trajet, a-t-il dit. Pas merci d'être venu. Pas à bientôt à l'intérieur. Juste merci pour le trajet. Amuse-toi bien, ai-je répondu. Il a hésité, juste un éclair, puis a souri et s'est dirigé vers l'entrée sans se retourner. Je suis resté assise là, les mains sur le volant. Puis je suis rentré chez moi. L'appartement semblait faux dès que j'y suis entré. Pas vide. Faux. Comme si les meubles avaient été légèrement déplacés dans une pièce que l'on connaît par cœur. J'ai fermé la porte doucement. Mes talons ont cliqué une fois contre le carrelage avant que je ne les retire et ne les laisse près de l'entrée, parfaitement alignés par habitude. L'horloge du micro-ondes affichait 20h04, plus tôt que prévu. Je me suis tenu dans la cuisine, les clés toujours à la main, fixant la faible tache sur le comptoir où Mathieu avait renversé du café ce matin-là et ne l'avait jamais essuyé. Un détail stupide. Sauf que ce soir-là,
chaque détail semblait aiguisé. J'ai rejoué sa voix dans ma tête. Fais comme si tu n'étais pas avec moi. Non. Pouvons-nous avoir de l'espace ce soir? Non. J'ai besoin d'air. Simplement, efface-toi. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai laissé le silence s'étirer. Pas de musique, pas de télévision, juste le faible ronronnement du réfrigérateur et ma propre respiration. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surprise. J'avais toujours pensé que la trahison serait explosive, chaude, bruyante. Cela semblait clarifiant. Je suis entré dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Le côté de Mathieu était encombré, les vestes se chevauchant, les chaussures poussées sous le porte-manteau. Mon côté était soigné, plié avec intention. J'ai attrapé le sac de sport coincé sur l'étagère du haut, le vieux, bleu marine. Il avait encore une fermeture éclair effilochée d'un voyage de travail il y a des années. J'ai marqué une pause avec lui dans les mains. Je ne suis pas une personne impulsive. J'évalue les risques pour gagner ma vie. Je cherche des vulnérabilités avant que les systèmes ne s'effondrent. Je n'agis pas sur les sentiments. Je traque les schémas. Et soudain, le schéma était évident. La façon dont Mathieu avait commencé à marcher un pas devant moi. Comment il avait arrêté de me taguer sur des photos. Comment ses réponses étaient devenues vagues, répétées. Comment il s'était habillé non pas mieux, mais différemment, comme pour un public dont je ne faisais pas partie. Il ne s'agissait pas d'une seule fête. C'était une audition et je n'étais pas censé être vu. J'ai posé les sacs de sport sur le lit et j'ai commencé à faire mes valises. Méthodique, efficace. Les vêtements d'abord. Les essentiels de travail. Les articles de toilette. Ordinateur portable. Documents. Chargeur. Je n'ai pas pris les photos encadrées. Je n'ai pas touché la bibliothèque. Le canapé n'était pas à moi. La télévision non plus. Je ne m'effaçais pas de l'appartement. Je m'extrayais. 1 heure s'est écoulée sans drame. Pas de main tremblante, pas de larmes. Quand j'ai eu fini, la pièce semblait exactement identique, à l'exception de la moitié vide du placard. J'ai arraché une page d'un cahier et j'ai écrit lentement, soigneusement, tu voulais que je fasse comme si nous n'étions pas ensemble. Maintenant, tu n'as plus à faire semblant. Prends soin de toi. J'ai posé la note sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la tasse de café. À 22h15, j'étais dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport. Mur neutre, drap propre, pas d'histoire. J'ai envoyé un SMS à mon ami Corentin. Il se pourrait que j'ai besoin de ton canapé bientôt. Il a répondu presque instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé la batterie de mon téléphone baisser. Aucun message de Mathieu. Aucun appel manqué. À 1h12 du matin, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu, allô? La voix d'une femme. Anxieuse, un peu instable. Est-ce Éléonore? Oui. C'est Sophie, l'amie de Mathieu. Je suis à la fête. Mon estomac s'est serré. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, mais tu dois savoir ce qui s'est passé. Je me suis assise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut une respiration de l'autre côté. Puis les mots se sont précipités rapidement. Coupable. Il y a cette femme ici, Claire. Fondatrice de start-up, riche, confiante. Mathieu lui parle depuis des mois, apparemment. Je ne savais pas. Je le jure. J'ai fermé les yeux. Sophie a continué. Il l'a invitée ce soir. Ils étaient très proches. Et puis il a commencé à se vanter. Se vanter. Il a dit aux gens que vous aviez un arrangement et que tu étais quelque chose dont ils devaient se débarrasser. Un poids mort. Ces mots. La pièce est devenue très silencieuse. Les gens ont demandé où tu étais, a dit Sophie. Mathieu a ri et a dit, quel petit ami? Je n'ai pas parlé. Il a essayé de dire que vous n'étiez que des colocataires quand les choses sont devenues gênantes, mais les gens savent que vous vivez ensemble. Claire avait l'air mal à l'aise. Où est-il maintenant, ai-je demandé. Il fait les 100 pas.
Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je pensais juste que tu méritais de savoir. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Toujours rien de Mathieu. Je l'ai éteint et je me suis allongé. Pour la première fois de la nuit, ma poitrine me faisait mal. Pas de la perte, mais du soulagement. Je me suis réveillé au son de mon téléphone vibrant et tombant de la table de chevet. Une fois, deux fois, encore. Pendant une fraction de seconde, je ne savais pas où j'étais. Le plafond était inconnu. L'air sentait le détergent d'hôtel au lieu de l'après-rasage de Mathieu et du café brûlé. Puis le souvenir s'est installé. Lourd, incontestable. J'ai attrapé mon téléphone. 18 appels manqués, 34 messages, tous de Mathieu. Le premier est arrivé à 1h41. Où es-tu? Ce n'est pas drôle, Éléonore. Réponds à ton téléphone. Je suis rentré et tes affaires ont disparu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À 3h, le ton avait changé. On peut en parler? Tu exagères. Ce n'était pas comme ça. À 5h26, il ne restait plus qu'un mot. S'il te plaît. J'ai fixé l'écran sans ouvrir un seul message. 3 appels manqués de sa mère, 2 de sa sœur, 1 de Corentin. J'ai répondu à l'appel de Corentin. Hélé, a-t-il dit immédiatement. Mathieu s'est présenté ici vers 6h. Il avait l'air dévasté, pâle, faisant les 100 pas, parlant trop vite. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais. Tu veux que je maintienne ça? Oui, ai-je dit. Ma voix semblait plus ferme que ce que je ressentais. Merci. Ça va? J'ai regardé autour de la chambre. Mur blanc, pas d'histoire commune. J'y arrive. Après avoir raccroché, j'ai bloqué le numéro de Mathieu. Instagram, Facebook, toutes les portes possibles. Je ne le faisais pas pour le punir. Je le faisais parce que je me connaissais assez bien pour savoir que s'il avait pu parler, il aurait brouillé la clarté à laquelle je m'étais accroché. Cette journée s'est déroulée dans un brouillard de logistique, d'annonces d'appartements, de conditions de bail, de dates d'emménagement. Dimanche après-midi, j'avais signé pour un petit appartement d'une chambre à Frémont. Trop cher, trop tôt. Disponible immédiatement. J'ai emménagé ce soir-là avec mon sac de sport et un matelas pneumatique que Corentin a insisté pour me prêter. L'endroit résonnait quand je marchais. Pas de photos, pas de canapé, juste du potentiel. Lundi matin, je suis allé travailler. Mon patron m'a regardé une fois et a dit, « Tu as l'air fatigué. » Je le suis, ai-je répondu. Ce qui était vrai, juste pas de la manière dont il le pensait. Je me suis enterré dans le travail. Pare-feu, modèle de menace, système qui réagissait logiquement lorsqu'on exerçait une pression. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Éléonore, a dit Sophie doucement. Je sais que tu ne veux probablement entendre parler de personne en ce moment, mais je pensais que tu devais savoir. Vas-y. Mathieu dit aux gens que tu es partie parce que tu étais trop contrôleuse, que tu étais jalouse et que tu as paniqué. J'ai ri. Cela nous a surpris tous les deux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a poursuivi Sophie. Trop de gens ont vu comment il s'est comporté vendredi soir. Et Claire, elle a complètement cessé de lui répondre. J'ai fermé les yeux. Bien. Il y a plus, a dit Sophie. Il publie des choses vagues en ligne sur les relations toxiques, sur le fait d'être libre. Sois juste au courant. J'ai supprimé les réseaux sociaux, ai-je dit. Mais merci de me l'avoir dit. Tu gères ça vraiment bien, a-t-elle dit doucement. Vraiment? Après avoir raccroché, je me suis assise sur le sol de mon appartement vide et j'ai finalement laissé tout cela me submerger. Pas la trahison, mais l'humiliation, la réalisation que j'avais été lentement édité hors de ma propre relation bien avant vendredi soir. J'ai commandé une pizza, les manger directement dans la boîte. Puis j'ai regardé de vieilles sitcoms jusqu'à ce que mon cerveau s'éteigne. 3 semaines plus tard, Corentin m'a invité à un barbecue. J'ai failli refuser. Tu dois sortir, a-t-il insisté. Rencontre des gens. De plus, Sarah amène un collègue. Il est sympa.
Aucune pression. Le collègue s'appelait Étienne. Graphiste. Humour sec. Sourire facile. Nous avons parlé de choses sans importance. Mauvais film, restaurant trop vanté, si les céréales comptaient comme un dîner. C'était léger. À un moment donné, il a dit, « Corentin m'a dit que tu avais traversé une rupture. » Il l'a fait, hein. Il n'est pas subtil. Tu n'as pas à en parler, a ajouté Étienne rapidement. Je sais, j'ai marqué une pause. Mais oui, 3 ans se sont terminés brusquement. C'est sa perte, a-t-il dit, puis il a grincé des dents. Désolé, c'était. Ça va, ai-je dit. Je suis d'accord. Nous avons échangé nos numéros. Rien de romantique, juste de nouvelles conversations, claires. Par l'intermédiaire de Corentin, j'ai appris que Mathieu appelait les amis communs, essayant de savoir où j'habitais. Il était passé 2 fois devant chez Corentin en cherchant ma voiture. Il avait aussi contacté Étienne par l'intermédiaire de Sarah pour lui poser des questions. Sarah lui avait dit de me laisser tranquille. Ce soir-là, Corentin m'a observé attentivement autour de bière. Tu as l'air mieux, a-t-il dit. Je suis fonctionnel. C'est un progrès. La vérité est que je pensais toujours à Mathieu. Pas avec désir, mais avec curiosité. Combien de temps avait-il planifié sa sortie? Quand avais-je cessé d'être sa partenaire pour devenir son fardeau? Et pourquoi avait-il fallu une seule phrase pour que je l'écoute enfin? Les répercussions ne sont pas arrivées d'un coup. Elles se sont infiltrées. Messages silencieux de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Des demi-questions déguisées en inquiétude. Salut, je prends juste de tes nouvelles. Tu vas bien? J'espère que tout va bien. Je pouvais lire entre les lignes. Mardi, Corentin l'a confirmé. Il a parlé, a-t-il dit au téléphone. Beaucoup. Je n'étais pas surprise. Quelle version, ai-je demandé. Que tu étais contrôleuse, que tu vérifiais son téléphone, que tu as paniqué pour rien et que tu es parti en claquant la porte. J'ai exhalé lentement. Bien sûr, il joue la carte du calme, a ajouté Corentin. Très raisonnable. Il n'arrête pas de dire qu'il est inquiet pour toi. Cela m'a presque fait sourire. Presque. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas clarifié. Je n'ai pas corrigé. Je savais mieux. En milieu de semaine, sa mère a envoyé un long SMS. Éléonore, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais abandonner une relation sans conversation n'est pas la façon dont les adultes se comportent. Je l'ai lu une fois, puis archivé. Sa sœur a laissé un message vocal. Plus doux, prudent. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais Mathieu ne va pas bien. Si tu pouvais juste lui parler. Supprimé. Vendredi soir, Sophie a rappelé. Je pensais que tu devais savoir, a-t-elle dit. Les gens commencent à assembler les pièces à cause de la fête. Oui. Et parce que Mathieu se contredit sans cesse. Une minute il dit que tu étais obsédé par lui. La minute d'après il dit que tu ne t'en souciais pas du tout. Le nom de Claire est revenu. Sophie a continué. Quelqu'un a mentionné son nom et Mathieu s'est refermé, a changé de sujet, est devenu sur la défensive. Bien, ai-je dit. Laisse-le être mal à l'aise. Il y eut une pause. Tu es plus froide que je ne le pensais. J'ai réfléchi. Je ne suis pas froide. J'ai terminé. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol de mon appartement et j'ai déballé la dernière boîte, principalement des vêtements, une tasse que Corentin avait insisté pour que je prenne, une plante que quelqu'un avait laissée derrière. L'endroit semblait toujours temporaire, mais il était calme. Samedi matin, je suis allé courir. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Mathieu disait que c'était ennuyeux, que c'était inutile. J'ai couru quand même. Mes poumons brûlaient, mes jambes protestaient, mais à chaque pas, quelque chose se desserrait dans ma poitrine. Cet après-midi-là, un ami commun a envoyé un SMS, « Est-ce vrai que tu es parti parce que tu vois quelqu'un d'autre ?» J'ai fixé l'écran. Puis j'ai tapé une seule phrase en retour. Non, rien d'autre. 1 heure plus tard, un autre message d'une autre personne. Mathieu traverse une mauvaise passe. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a mal fait. Je n'ai pas répondu.
dimanche soir, Étienne a envoyé un SMS à Corentin, il a mentionné que tu pourrais être au barbecue le week-end prochain. Aucune pression. Je voulais juste dire que c'était sympa de te rencontrer. J'ai regardé autour de mon appartement. Le matelas pneumatique, les murs nus, le silence. Puis j'ai répondu, c'était sympa de te rencontrer aussi. Aucune promesse, aucune attente. Juste une porte laissée déverrouillée. Dès la 2e semaine, l'histoire de Mathieu s'était lissée en quelque chose de plus doux. Corentin me l'a dit autour d'un café. Il a ajusté le récit, a-t-il dit. Maintenant, ce n'est pas que tu étais jalouse. C'est que tu étais distante, froide, désintéressée. J'ai hoché la tête. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux, a convenu Corentin. Ce qui est le problème. Il dit aux gens qu'il se sentait seul, a continué Corentin. Que tu étais émotionnellement absente. Qu'il a essayé de te parler, mais que tu t'es refermée. J'ai failli rire. Presque. Parce qu'il y avait une version de cette histoire qui semblait vraie si l'on ignorait le contexte. Il n'arrête pas de dire qu'il ne comprend pas comment les choses se sont effondrées si vite, a ajouté Corentin. Elles ne se sont pas effondrées, ai-je dit. Elles ont juste cessé d'être cachées. Sophie l'a confirmé quelques jours plus tard. Il dit aux gens que tu es très indépendante, a-t-elle dit prudemment. Que tu n'as besoin de personne. Qu'il avait l'impression d'essayer toujours de te rattraper. Cela doit être difficile pour lui, ai-je répondu. Elle a hésité. Tu n'es pas contrarié. Je le suis, ai-je dit honnêtement, juste pas surprise. Ce que Mathieu ne comprenait pas, c'est que je n'essayais pas de gagner le récit. Je le laissais s'effondrer sous son propre poids. Parce que les personnes qui comptaient l'avaient vu à la fête, avaient vu à quelle vitesse il avait nié mon existence, à quel point il m'avait facilement remplacé dans la conversation, avec quelle envie il avait essayé d'impressionner quelqu'un d'autre. Jeudi, le nom de Claire a cessé d'être mentionné, m'a dit Sophie doucement. Elle l'a bloqué, a-t-elle dit. Aucune explication, juste partie. Comment le prend-il, ai-je demandé. Sophie a expiré. Pas bien. Il n'arrête pas de dire qu'il ne comprend pas ce qu'il a mal fait. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai couru à nouveau, plus longtemps cette fois. Plus tard, alors que je m'étirais sur le sol du salon, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé. Et, s'il te plaît, écoute-moi juste. Aucune excuse, aucune responsabilité. Juste une demande d'accès. Je l'ai supprimé sans répondre. Ce week-end-là, le barbecue de Corentin est arrivé. Je suis arrivé en retard, je suis resté près du bord. Étienne était là. Il a souri quand il m'a vu. Il ne s'est pas précipité. Il n'en a pas fait un événement. Plus tard, nous avons fini par parler près du grill. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit après un moment. Moi. Oui, a-t-il dit, comme quelqu'un qui a cessé de porter quelque chose de lourd sans réaliser à quel point c'était lourd. J'ai réfléchi. Peut-être, ai-je dit à travers le jardin. Corentin a croisé mon regard et a haussé les sourcils en signe de question silencieuse. J'ai légèrement secoué la tête. Pas encore. Je ne me précipitais vers rien. Quelque chose a changé après le barbecue. Pas de façon spectaculaire, juste de l'espace. Étienne n'a pas envoyé de SMS tout de suite. Moi non plus. Et j'ai remarqué que l'absence de vérification constante ne faisait pas grimper mon anxiété. Quelques jours plus tard, il a envoyé un simple message. J'ai trouvé un café près de Frémont qui ne brûle pas son espresso si tu veux un jour tester cette théorie. J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire. Puis j'ai répondu, je suis prête à prendre le risque. Nous nous sommes rencontrés un mercredi soir. Rien de chic, pas d'attente. Je portais un pull que j'aimais parce que je l'aimais. Il est arrivé avec 5 minutes d'avance et n'a fait aucun commentaire comme si c'était un trait de personnalité. Nous avons parlé de travail, des villes où nous avions failli déménager, du deuil étrange de renoncer à des routines plus qu'à des personnes. Il n'a pas posé de questions sur Mathieu. J'ai apprécié cela plus qu'il ne l'aurait probablement imaginé. À un moment donné, j'ai dit, je ne suis pas dans une bonne situation pour quelque chose de compliqué. Il a hoché la tête.
Je ne suis pas dans une bonne situation pour quelque chose de performatif. Cela m'a fait rire. Nous n'avons pas étiqueté cela comme un rendez-vous. Cela ressemblait à de l'oxygène. Pendant ce temps, la présence de Mathieu planait au bord de ma vie comme de l'électricité statique. Par Corentin, j'ai appris qu'il avait commencé à appeler les gens tard dans la nuit. M'a-t-elle dit quelque chose à mon sujet? Penses-tu qu'elle voit quelqu'un d'autre? A-t-elle toujours été aussi froide? Ou est-ce juste moi? Corentin a mis fin à chaque fois. Il est en spirale, m'a dit Corentin un soir, mais pas d'une manière autoréflexive. Je sais, ai-je dit. Il n'arrête pas de dire que si je lui parlais, les choses auraient de nouveau un sens. J'ai réfléchi. Je ne lui dois pas de clarté. Je lui ai dit qu'il l'avait. Il n'a juste pas aimé. Ce week-end-là, j'ai déballé plus de boîtes, j'ai acheté un vrai lit, une lampe. Je n'ai pas eu à faire de compromis sur des assiettes qui ne venaient pas d'un ensemble dépareillé que sa sœur nous avait donné. Samedi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer. Presque. Éléonore, a dit une voix de femme, ferme, familière. C'était sa sœur. Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de te dire quelque chose. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. D'accord. Il a dit à nos parents que tu étais parti parce que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, a-t-elle continué. Que tu étais émotionnellement distante depuis des mois et que tu avais finalement trouvé une excuse. J'ai fermé les yeux. Je ne le crois pas, a-t-elle ajouté rapidement. Je l'ai regardé réécrire la réalité depuis que nous étions enfants. Cela a eu plus d'effet qu'elle ne l'avait probablement prévu. Je voulais juste que tu le saches, a-t-elle dit. Quoi que tu décides de faire ou de ne pas faire, je le vois. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Avant de raccrocher, elle a ajouté, il pensait que cette fête allait changer sa vie. Je l'ai imaginé. La tenue, la confiance, le détachement calculé. Et maintenant? Et maintenant il ne sait pas comment expliquer pourquoi ça n'a pas marché, a dit la sœur. Ce soir-là, je suis allé courir à nouveau. Plus longtemps, plus vite. Je ne courais pas pour m'enfuir. Je courais vers moi-même. Quand je suis rentré, il y avait un message d'Étienne. Aucune pression, mais je vais voir un documentaire demain soir. Si tu veux de la compagnie sans conversation, je suis ton homme. J'ai souri. Ça a l'air parfait, ai-je répondu. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de mon appartement. Il n'était toujours pas terminé, mais moi non plus. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne me semblait pas être un défaut. Cela ressemblait à une possibilité. L'appel de la sœur de Mathieu est resté avec moi plus longtemps que je ne l'aurais cru. Pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de ce qu'elle n'a pas essayé de faire. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. N'a pas demandé d'explication. N'a pas demandé de revenir. Elle a simplement reconnu la réalité. Quelques jours plus tard, Corentin m'a invité à dîner. Rien de luxueux. Plat à emporter, assiette dépareillée, le genre de soirée qui ne nécessitait pas d'armure émotionnelle. Au milieu du repas, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit, « Je ne devrais probablement pas te dire ça. »« Tu vas le faire de toute façon, » ai-je répondu. Il a souri. « Ouais, Mathieu ne peut plus payer l'appartement. » Je n'ai pas réagi. Il a essayé de convaincre le propriétaire de renégocier. Il a dit que tu reviendrais bientôt. Que ce n'était qu'un malentendu. Et j'ai demandé, et le propriétaire a demandé une preuve. J'ai exhalé lentement. Il a emprunté de l'argent, a continué Corentin. À ses parents, à des amis. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je pense qu'il supposait que tu céderais avant que ça n'arrive. Cette partie m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pas parce que je me sentais coupable, mais parce que cela confirmait quelque chose que je contournais depuis des semaines. Il n'avait pas cru que je partirais. Pas vraiment. Pour Mathieu, ma présence avait toujours été garantie, stable, prévisible, quelque chose dont il pouvait s'éloigner et revenir à volonté. Plus tard dans la nuit, Sophie m'a envoyé un SMS. « Je ne veux pas gossip », a-t-elle écrit. « Mais je pense que tu mérites de savoir. » J'ai attendu. Il a essayé de recontacter Claire, lui a envoyé un long message,
s'est excusé, a assumé la responsabilité d'avoir mal présenté les choses. J'ai imaginé les mots qu'il tapait. Formulation prudente, honnêteté sélective. Elle n'a pas répondu, a ajouté Sophie, mais son assistante oui. Lui a dit de ne plus la contacter. J'ai fixé l'écran. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste un sentiment tranquille d'inévitabilité. Le week-end suivant, j'ai croisé une personne du cercle élargi d'amis de Mathieu à l'épicerie. Nous avons échangé des salutations polies. Alors que nous nous séparions, elle a hésité. J'étais à la fête, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle a grincé des dents. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, personne n'a trouvé ça correct. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Dimanche soir, je me sentais installé. Pas guéri, pas résolu, mais ancré. Étienne est venu avec des plats à emporter et une bouteille d'eau gazeuse. Nous avons mangé par terre parce que mon canapé n'était pas encore arrivé. À un moment donné, il m'a demandé doucement, « Ça te dérange si je pose une question ?» Non. Est-ce que tu lui manques ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Il me manque la personne que je pensais qu'il était, ai-je dit. Mais il ne me manque pas, lui. Il a hoché la tête. Pas de suivi, pas d'analyse qui compte. Plus tard, après son départ, j'ai vérifié mon courrier. Parmi les enveloppes habituelles, il y en avait une que je ne reconnaissais pas. L'écriture était familière. Celle de Mathieu. Je suis resté là un long moment à la tenir. Puis je l'ai posée sur le comptoir, non ouverte. Certaines vérités arrivent tard. Certaines excuses arrivent après que les dégâts sont faits. Ce qu'il y avait dans cette enveloppe ne changerait pas ce que j'avais déjà choisi. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai déplacée une fois du comptoir au bureau, puis à nouveau du bureau à un tiroir. Chaque fois, je me disais que je la lirais plus tard. Des jours ont passé. La lettre est restée. Ce n'était pas de l'évitement. C'était de la retenue. Parce qu'une fois qu'on ouvre quelque chose comme ça, on ne peut pas remettre les mots à leur place d'origine. Jeudi soir, après une longue course et un dîner tranquille, je me suis finalement assise au bureau et j'ai ouvert le tiroir. L'enveloppe était mince, une page, peut-être deux. J'ai immédiatement reconnu son écriture. Serrée, contrôlée. Je l'ai ouverte. Éléonore, je ne sais pas comment commencer ceci sans paraître sur la défensive, alors je vais le dire simplement. Je suis désolé. J'ai marqué une pause, non pas parce que les mots me surprenaient, mais parce qu'ils ne le faisaient pas. J'ai pris une série de décisions égoïstes. Je me suis dit qu'elles n'avaient pas d'importance parce que rien ne s'était techniquement passé. Je vois maintenant à quel point c'était malhonnête. Claire me faisait sentir excitante, choisie, valorisée d'une manière dont je ne réalisais pas que j'avais besoin. Je me suis convaincu que cela signifiait quelque chose d'important. La voilà. Pas l'amour, pas la connexion. La validation. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai embarrassé. Je n'attends pas ton pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une fois de plus, plus lentement. Il ne m'a pas demandé de revenir. N'a pas promis de changer. N'a pas supplié. C'était contenu. J'ai plié soigneusement la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je l'ai remise dans le tiroir. Pas parce que j'étais indécise, mais parce que je n'avais pas besoin de répondre. Ce week-end-là, Corentin m'a invité pour boire un verre. « As-tu l'impression d'avoir eu une clôture ?» a-t-il demandé, décontracté mais curieux. J'ai pensé à la lettre, à la fête, au silence qui a suivi. « Je ne pense pas en avoir besoin », ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. C'est probablement plus sain. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé courir avant que la ville ne s'anime complètement. L'air était froid, clair. J'ai couru devant des endroits où Mathieu et moi avions l'habitude d'aller ensemble. Café, coin de rue, virage familier. Aucun d'eux ne m'a plus interpellé. Quand je suis rentré, mon téléphone a vibré. Message d'Étienne. Je fais des crêpes. Aucune attente, aucune pression. Je me suis juste dit de demander. J'ai souri. J'apporte le café, ai-je répondu. En m'habillant,
j'ai attrapé mon reflet dans le miroir. J'avais l'air calme, pas méfiante, pas préparée à l'impact. Juste présente. La chose étrange était que je n'étais plus en colère. Cette première nuit, rentrant seul après l'avoir déposée à cette fête, quelque chose avait changé en moi. Pas la rage, pas le chagrin d'amour, mais la clarté, une certitude tranquille que je méritais mieux que quelqu'un qui avait besoin de me cacher pour se sentir important. Cette certitude était restée, et elle n'allait nulle part. Corentin a de nouveau mentionné la clôture un soir alors que nous assemblions mon canapé. Les instructions étaient confuses. Les vis ne s'alignaient pas. « Penses-tu que tu lui parleras un jour » a-t-il demandé, sans lever les yeux. J'ai serré un boulon. Je l'ai déjà fait. Quand ? Chaque fois que je n'ai pas répondu. Il m'a regardé, puis a hoché la tête. Juste. Ce que les gens admettent rarement, c'est que le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. On peut se défaire de la colère sans rouvrir une porte. Je comprenais Mathieu maintenant. Il n'était pas méchant. Il n'était pas un méchant. C'était un homme qui voulait des options. Et j'étais l'option qu'il supposait attendre. Cette réalisation était suffisante. Un après-midi, en triant de vieux fichiers sur mon ordinateur portable, j'ai trouvé des photos des débuts. Des clichés, cheveux en désordre, sourire paresseux. Je ne les ai pas supprimés. J'ai fermé le dossier. Étienne et moi avons continué à nous voir lentement, intentionnellement, sans étiquette, sans parler d'avenir. Nous cuisinions ensemble, regardions des documentaires, nous asseyions dans un silence confortable. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle, il a dit « Tu ne sursautes plus ». Je l'ai regardé. À quoi ? Au silence, a-t-il dit, à être seul dans une pièce avec quelqu'un. J'ai laissé cela s'installer. Il avait raison. Avec Mathieu, le silence avait toujours été un avertissement. Maintenant, il ressemblait à de l'espace dans lequel je pouvais respirer. Quelques jours plus tard, la sœur de Mathieu a envoyé un dernier SMS. « Il retourne vivre chez nos parents », a-t-elle écrit. « Je pensais juste que tu devais le savoir. » J'ai fixé le message un instant. Puis j'ai répondu « J'espère qu'il trouvera ses réponses. » Et je le pensais vraiment. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit, écoutant la ville au dehors de ma fenêtre. Voiture qui passe, rire lointain, la vie qui continue sans me demander mon avis d'abord. Cela semblait juste. 4 mois après cette fête, je reconnaissais à peine la femme qui s'était assise dans cette voiture, les mains sur le volant, regardant un homme s'éloigner d'elle sans se retourner. Non pas parce que j'étais devenu dur, mais parce que j'avais cessé de me rétrécir. Mon appartement à Frémont semblait enfin habité. Un vrai lit. Un canapé qui faisait face à la fenêtre au lieu de la télévision. Une bibliothèque qui contenait plus que des souvenirs partagés. J'avais construit quelque chose de calme, d'intentionnel. Un soir, en triant le courrier, j'ai trouvé un morceau de papier plié glissé dans un vieux cahier. La note, celle que j'avais laissée sur le comptoir la nuit où j'avais fait mon sac. Tu voulais que je fasse comme si nous n'étions pas ensemble. Maintenant, tu n'as plus à faire semblant. J'en avais pris une photo avant de partir. À l'époque, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, cela ressemblait à un repère. Le moment exact où ma vie s'est divisée en avant et après. Étienne est venu plus tard ce soir-là. Nous avons cuisiné ensemble. Musique basse, aucune urgence, aucune performance. En mangeant, il a demandé « Penses-tu parfois à combien les choses auraient pu être différentes ?» J'ai réfléchi à la question. Parfois, ai-je dit, mais pas d'une manière qui me donne envie d'être resté. Il a hoché la tête. C'est généralement comme ça qu'on le sait. Il avait raison. La vérité est que j'avais déjà eu ma réponse ce soir-là. Pas lorsque Sophie a appelé, pas lorsque Mathieu a supplié, pas lorsque la lettre est arrivée, mais plutôt, dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, avec de l'eyeliner à la main. Lorsqu'il m'a demandé de m'effacer pour sa commodité. C'était le moment. La clarté n'était pas venue de la trahison. Elle était venue de la demande. Quand quelqu'un vous dit la personne qu'il a besoin que vous soyez pour être désiré, et que cette personne exige que vous disparaissiez, on ne négocie pas. On écoute. Le lendemain matin, je suis allé courir alors que la ville s'éveillait autour de moi. Air frais, rythme régulier,
ma respiration calme. Je ne fuyais rien. Je courais vers une vie qui n'exigeait pas que je passe une audition pour avoir ma place. Je ne déteste pas Mathieu. Je ne regrette pas de l'avoir aimé. Mais je lui suis reconnaissante, à lui plus qu'à quiconque, d'avoir exprimé la chose tacite à voix haute. Fais comme si tu n'étais pas avec moi. J'ai suivi son conseil et je n'ai pas regardé en arrière.